Voilà. Oui, un grand merci pour tout ce que vous faites et parce que là, c'est la première fois que nos assises nationales du centre-ville sont en direct, live entre guillemets, grâce à Internet. Et avant de laisser la parole à notre présidente, je veux simplement vous dire que tous les matins, tous les après-midi, on a les assises nationales du centre-ville, la 15e édition. Et le matin, on a des ateliers directement sur place pour voir un peu ce qui se passe. Alors, par exemple, demain, on va aller à Aix voir des bénévoles qui sont en train de convaincre les commerçants et d'aller voir les commerçants pour prendre des photos de leurs produits, pour les mettre sur Internet et donc pour refaire leur site Internet. Je trouve ça intéressant. C'est des bénévoles, des jeunes retraités et des jeunes étudiants. Mercredi, ben, vous allez découvrir le nouveau site de Centre-Ville en Mouvement avec la plateforme qui permet quand même à nos 643 collectivités membres du réseau des centres-villes durables et de l'innovation d'avoir un truc très performant. Voilà. Et puis, alors c'est jeudi, on aura une formation par Rolène Roland-Richer qui nous dit comment gérer les émotions des commerçants après cette crise sanitaire où et notamment les cœurs de ville. Donc, c'est intéressant. Et puis, vendredi, le matin, vous aurez tout ce qui est drive. On s'est aperçu que le drive s'est énormément développé ces derniers jours et c'est avec le confinement, on voit que le drive maintenant, même sur le marché, est là. Voilà. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ouverture et le lancement de ces assises vendredi dernier par la ministre Jacqueline Gourault. Voilà. Madame la Présidente, c'est à vous. Tous. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la députée Fabienne Keller pour toute l'aide qu'elle nous a apportée et l'appui qu'elle a vraiment donné pour qu'on puisse faire ces assises dans l'hémicycle du Parlement européen. Pour nous, c'est évidemment une très très grande déception de ne pouvoir le faire, surtout qu'on l'avait annoncé partout, c'était devenu quelque chose de prestigieux. Alors nous espérons que nous pourrons évidemment le reporter l'an prochain si c'est encore possible, on espère. Et donc, en attendant, on n'a pas voulu quand même laisser cet espace vide, puisque ces assises devaient avoir lieu maintenant. Et il nous tenait à cœur de faire quand même ces assises, comme le dit Pierre, avec moins de confort avec cette visioconférence, mais surtout parce que quand on voit ce qui s'est passé justement pendant cette période de confinement, on voit bien qu'on a une urgence quand même à sauver un petit peu le dynamisme de nos centres-villes et qu'il était important qu'on maintienne un peu cette relation et qu'on parle de ces centres-villes. Et on espère aussi beaucoup que, vous savez que nous avons fait des interviews pendant cette période pour connaître un petit peu la situation de chacun des acteurs du centre-ville. Et on espère du coup que dans cet espace quand même européen qui a été bien chahuté et où on voit que les décisions sont pas toujours très adaptées ou pas toujours très cohérentes, on compte beaucoup sur l'Europe aujourd'hui pour qu'elle se mobilise sur vraiment la pratique des centres-villes, mais dans une vision vraiment globale, avec non seulement le commerce, mais vraiment tout ce qui crée son attractivité, c'est-à-dire à la fois l'urbanisme, l'aménagement, la mobilité et évidemment le commerce de proximité et les services de proximité, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, dans les villes européennes, beaucoup de ces services vraiment fondamentaux disparaissent de nos centres-villes. Donc on compte beaucoup sur les travaux que l'Europe va pouvoir faire et naturellement on aura vraisemblablement tous besoin de beaucoup d'aide pour ces cœurs de ville en particulier. D'autre part, alors j'aurais voulu remercier Monsieur Bayrou, François Bayrou, le maire de Pau, qui nous a vraiment merveilleusement reçus l'année dernière. On a été ravis d'être dans un endroit absolument magique qu'est le Palais Beaumont, où la terrasse a permis de faire un dîner de gala tout à fait inoubliable.
Et surtout, on le remercie aussi de nous avoir fait un cours d'histoire quand même super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu tous ces talents d'historien pour nous raconter sa ville et nous la faire découvrir d'une autre façon, si bien qu'on a visité sa ville d'une façon avertie. Aussi, on a pu remarquer toute l'évolution qu'il y avait pu avoir dans cette ville avec la rénovation, par exemple, des halles, qui est remarquable avec de nouveaux concepts, etc. Et puis, ce volet quand même très développement durable qu'il a su développer grâce à ce premier réseau de transport en commun avec des bus à moteur hydrogène. Donc, bon, on le remercie encore et donc, pour le moment, on va essayer de continuer, si vous voulez, nos actions jusqu'aux assises prochaines et on vous attend évidemment très nombreux la prochaine fois. Alors, je donne la parole, je crois, à Pierre, puisqu'il est reparti, parce que je ne sais pas si M. Perrault est là, ou si Mme Keller veut parler. Alors, on va laisser la parole à Fabienne Keller, députée européen, mais je tiens à saluer deux membres de notre bureau, notre présidente qui a été présidente pendant 3 ans, Bernadette Laclais, qui est déjà présente, et Philippe Laurent, notre présidente déléguée. Voilà. Fabienne Keller, un grand merci également à vous, parce que nous aurions dû faire dans les outils du Parlement européen. Je ne vous entends très bien. Vous m'entendez pas très bien? Voilà. Voilà, je vous ai retrouvé. Pardonnez-moi. D'accord. Non, un grand merci également. Non, je voulais vous dire un grand merci parce que c'est vrai que nous devions faire nos assises au Parlement européen dans l'hémicycle et c'est vraiment grâce à vous et grâce à votre ténacité. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Cher Pierre Creuset, bravo pour votre dynamisme qui ne se dément pas. Le Covid ne vous aura pas. Voilà, les centres-villes répondent présents et j'ai envie de dire presque plus que jamais parce que la crise les a touchés, a changé leur fonctionnement. Certaines activités ont pu se maintenir, mais beaucoup d'autres ont été extrêmement pénalisées. Donc, bravo d'organiser ce séminaire à distance. Chère Madame la Présidente, oui, je suis très triste aussi parce que c'était dans quelques jours qu'on aurait dû être tous ensemble au Parlement européen de Strasbourg, vous faire profiter aussi de la ville, de son architecture, de ses lieux de culture. Vous avez été sensible à la belle ville de Pau et à l'accueil de François Bayrou que je salue hier. Tout à l'heure, vous auriez été heureuse, je suis certaine, de partager avec les commerçants de notre ville et les forces vives l'art de vivre. Moi, j'aime bien dire l'art de vivre qui caractérise Strasbourg. Donc, cher Daniel Patier, j'espère pour très bientôt, puisque tout ça n'est que reporté, si j'ai bien compris. En tout cas, on a bien noté. Super. Parce que, franchement, c'était une très belle idée de parler des assises européennes du centre-ville. Parce qu'il me semble, sans vouloir faire l'historienne que je ne suis pas, mais que les villes, leur structure, leur architecture, c'est bien ce qui nous rassemble en Europe. Les villes ont toutes été construites sur des fleuves parce que les moyens de transport de l'époque, pour les pondéreux en tout cas, c'était les bateaux ou les barges. Puis autour se sont développés un certain nombre d'éléments marchands. C'est le commerce qui a construit nos villes, le commerce et les routes d'accès. C'est ce qui fait, moi j'aime bien une parole de Valéry Giscard d'Estaing qui disait, c'est ce qui fait que quand je me promène d'une ville européenne à l'autre, je me sens à la fois chez moi et ailleurs. Cette familiarité, ces beaux bâtiments publics, ces églises, ces lieux de culte, ces aménagements de parcs qui sont un peu différents, mais cette diversité, mais cette harmonie aussi qui fait qu'on se sent bien dans la ville et au centre desquelles il y a évidemment l'activité vivante qu'est le commerce. On observe en effet dans toutes les villes européennes à peu près les mêmes défis. C'est la question de l'accessibilité en transport, c'est la question de la logistique aussi, c'est la question de l'accueil des touristes, de l'accueil des clients dans leur diversité, avec
peut-être une mention particulière aux personnes dites handicapées. Donc nous les partageons et puis nous aimons nos villes en Europe. Hein, elles sont symboliques, elles sont centrales dans le cœur, puisque vous parlez des cœurs de ville, dans le cœur de nos concitoyens. Donc c'est quelque chose. Enfin, moi, je suis très heureuse de cette démarche de réfléchir à la vitalité de nos cœurs de ville à l'échelle européenne. Alors, quelques mots sur les actions de l'Europe pour les villes. Il y a un certain nombre de programmes, comme le programme Smart Cities, comme on dit en alsacien, donc la ville intelligente. Il y a une part des programmes de développement régionaux, le FEDER, qui sont réservés au développement urbain durable, et puis un programme plus de recherche et de développement, d'innovation, qui s'appelle Horizon Europe, qui est géré au niveau de la Commission, qui peut être utilisé dans les réflexions notamment d'urbanisme sur l'organisation urbaine. Je voudrais à cet égard vous partager qu'il me semble qu'il y a un objectif fort que les villes peuvent pleinement remplir, qui est de contribuer à l'objectif de développement durable. La ville est bien organisée, des commerces efficaces structurent en fait la manière de distribuer les produits. C'est beaucoup plus sobre écologiquement que la livraison de tout point en tout point, qui génère des norias de transport. Les villes sont aussi des lieux d'innovation en termes de gestion des déchets, en termes de gestion des livraisons, en termes de pratiques de déplacement. Donc, elles vivent aussi cet enjeu de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et de maîtriser la qualité de l'air qui fait la qualité de vie, un élément important de la qualité de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi moi je participe avec mon collègue qui le préside, Jan Olbricht, à l'intergroupe urbain qui coordonne les villes. Je pense que nous pourrions aller beaucoup plus loin pour que ce lobby des villes, des centres-villes, soit entendu au niveau européen et bénéficie aussi de programmes audacieux. On peut penser aussi par exemple aux quartiers fragiles qui ont besoin d'un appui fort pour être épaulés. Donc je me réjouis, cher Pierre Creuset, pour votre idée de créer un réseau de villes en Europe, un réseau des centres-villes qui pourrait réfléchir aux nouvelles pratiques commerciales, comment être moderne et inscrit dans l'histoire à la fois pour ces commerces du cœur de nos villes auxquels nous sommes attachés et dont les commerçants sont les premiers animateurs. J'aime beaucoup dire que, par exemple, les vitrines, c'est quelque chose de très important parce que c'est vivant, ça change suivant les saisons, ça attire l'œil, c'est quelque chose de très lié à la vie des gens. Donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, mais surtout de me préparer à votre venue très bientôt pour qu'on puisse, avec nos collègues européens, échanger sur leur vision de la place des villes dans le rebond de l'après-Covid et puis dans la structure de nos villes sur le long terme. Merci à tous. Je vous entends pas là. Et, oui. Vraiment un très grand merci parce que on sent que le centre-ville vous est vraiment à cœur et c'est bien, c'est formidable. Peut-être Monsieur le maire. Pour tout vous dire, je vous parle de mon bureau qui est à 50 mètres de la place Kléber pour ceux qui connaissent. Donc dans l'hypercentre, en bas de chez moi, j'ai un glacier, j'ai plusieurs bistrots, j'ai une grande librairie strasbourgeoise, j'ai des magasins petits et grands. Et je me sens bien ici pour travailler et ça me permet de rencontrer aussi les Strasbourgeois. La ville, c'est aussi la rencontre. En tout cas, merci pour votre accueil. Merci et je sais que vous avez été très touché par le coronavirus, la région Grand Est. Merci à vous, merci pour votre présence. Peut-être Monsieur le maire de Pau est là, François Bayrou. J'ai vu que vous étiez presque là. Alors, on va peut-être vous envoyer. Alors, il arrive dans quelques minutes. Peut-être un petit mot, Philippe Laurent. Alors, hop.
Philippe Laurent. Alors. Ouais, Monsieur le Président délégué, que tu t'es beaucoup battu, notamment aussi pour ton marché, pour plein de choses. Alors, tu arrives à... Excusez-moi, alors, est-ce que le micro est activé? Alors, Philippe, on ne t'entend pas. Alors, ton micro est bien activé. Alors, nous allons passer le temps que... Alors, ouais. Peut-être que... Alors, peut-être on va laisser Constant présenter la table ronde d'après. Donc, moi, je vais vous dire un petit mot qui a déjà été très bien dit par Madame la députée, Madame la présidente, par Pierre Creuset notamment. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette 15e édition des Assises nationales du centre-ville, qui cette année prennent une tournure un peu particulière, puisqu'elle se réalise, comme vous pouvez le voir, avec les aléas du direct en visioconférence. Comme vous le savez, nous aurions dû nous retrouver au Parlement européen pour cette 15e édition. Mais voilà, règles sanitaires obligent, il faut un peu innover et se renouveler. Et on vous remercie vraiment tous aujourd'hui d'être présents avec nous et de jouer le jeu. Constant, je viens d'apprendre que pour Philippe Laurent, c'est bon. C'est bon là? Alors, vous m'entendez? D'accord, ouais, super. Ah, d'accord. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un salut particulier à Fabienne, que je suis heureux de revoir. Et je crois savoir où elle est d'ailleurs exactement. Je connais ce bâtiment dont elle parlait, à Strasbourg. Vous m'entendez là? Ouais. Bon. Parfait, on t'entend très bien. Ça marche pas. Si. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien là? Vous m'entendez bien? Ouais. Ah oui. Donc est-ce que je peux parler là? Oui. Il y a beaucoup de délais, beaucoup de décalage. Ouais, toi, moi je vous entends pas. Ouais. C'est pas très bon comme liaison. Ouais. Alors, avec Zoom, ça marche très bien, mais là, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors, peut-être on va commencer par, on va plus attendre, on va commencer par Jérôme Grel, qui va nous donner un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces plus de 2 mois de confinement au niveau du centre-ville et surtout du commerce. Oui, on va essayer, je vais essayer de vous donner une présentation un petit peu de ces événements tout en restant extrêmement modeste et humble par rapport à l'ampleur de l'événement et puis à la difficulté de discerner finalement quelles pourraient être les grandes tendances qui vont bousculer notre commerce, bousculer en profondeur, parce qu'on est encore en plein dans cette dans cette crise-là. Alors, je ne sais pas si on peut faire apparaître un peu des slides qui donneraient une image, un fond sur mon activité, mais le premier élément qui est important, c'est que c'est l'ampleur de ce choc. Il est d'une brutalité et totalement inédit. On n'a jamais connu ce événement de telle nature. Sur le seul mois de mars, sur la slide suivante, si vous pouvez, on va passer à la slide suivante. De difficulté de gérer les choses un peu à distance, mais ça va venir, j'imagine. C'est la première slide. Voilà, donc un choc inédit et je disais, sur les chiffres d'affaires
enregistré par Procos, la fédération Procos sur le sol le mois de mars, on a une chute de 50%, 55%, ce qui est extrêmement violent. Et à une échelle un peu plus large, l'INSEE a relevé une chute de la consommation en France, donc de l'ordre de 35%. Donc une violence inouïe. Et les effets sont immédiats puisque les mises en redressement judiciaire, procédures de sauvegarde, à partir de ce moment-là, ont commencé à s'enclencher dans une suite qui, semaine après semaine, est d'une liste qui continue de s'agrandir. Il y a donc aujourd'hui, dans ce contexte-là, un enjeu de survie à court terme. Procos toujours estimé qu'à peu près 20-25% des enseignes pourraient disparaître d'ici 6 mois. Ça représente plusieurs milliers de fermetures de commerce et évidemment, à l'échelle de l'emploi, c'est une situation qui serait catastrophique. Donc, on comprend mieux que dans ce contexte-là, l'enjeu principal, c'est préserver, pour faire simple, la trésorerie, c'est des enjeux financiers, quelque part, de structure financière et bilancielle des entreprises, avec évidemment le fameux débat sur le report ou l'annulation des loyers, dont on connaît la difficulté à trouver de solutions qui soient partagées. Mais j'ai presque envie de dire que ce n'est qu'une partie du sujet. C'est tout le système de distribution qui est touché. Il y a des besoins de financement qui sont considérables. Et même si l'État et les collectivités apportent leur aide de ce point de vue-là, tous ne pourront pas y avoir recours. Et puis le deuxième élément qui va occuper une partie de la présentation que je vais faire ici, c'est la relance de l'activité. La relance de l'activité pour générer du chiffre d'affaires avec une problématique d'écoulement de stock, parfois avec des problèmes de saisonnalité. Une problématique dont on voit qu'elle est assez marquée, c'est celle de retrouver les consommateurs, notamment dans un contexte peut-être d'anxiété qui est accrue, anxiété à la fois sanitaire mais aussi anxiété économique. Et puis une problématique est celle de la réouverture des magasins à flux contrôlé. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut-être avoir des répercussions à terme. Alors, sur la slide suivante, on peut voir que l'impact du Covid et du confinement en particulier, c'est évidemment, et sans grande surprise, un confinement qui fait plonger la fréquentation partout. Vous avez là la présentation des graphiques de trafic dans les grandes métropoles et dans les grandes capitales européennes, avec une amorce donc de reprise qui se fait lentement, donc et qui vraisemblablement nous montre que la tendance pour arriver au niveau d'avant Covid risque un peu plus de prendre un peu de temps. L'autre élément qui est intéressant et qui n'apparaît pas nécessairement sur ce graphique, c'est que si les grandes métropoles sont impactées extrêmement fortement et durablement, on voit que dans les petites villes et les villes moyennes, on a un phénomène de résilience quelque part, ou un effet qui est moins marqué, du fait notamment de la moindre sensibilité au flux de tourisme notamment et au flux d'affaires, des activités d'échange qui sont peut-être un peu moins marquées. Donc l'ampleur aura sans doute été un peu moins forte pour les villes. Et puis, troisième élément par rapport à cette notion de trafic, suivant les polarités commerciales, il y a eu évidemment un impact extrêmement fort sur les polarités organisées ou fermées, en l'occurrence les centres commerciaux, dont beaucoup ont été purement et simplement fermés, avec un passage tout simplement à 0% zéro de trafic, sauf pour ceux qui avaient une activité qui continuait autour des activités de distribution ou de l'alimentaire. Si, sur la slide suivante, on regarde un petit peu donc l'incidence de cette chute de trafic, qui est quand même un des critères essentiels avec la localisation et l'implantation des magasins de l'activité commerciale, je dirais, les chiffres d'affaires ont chuté quasiment tous secteurs confondus, à l'exception de l'alimentaire sur lequel je reviendrai. Chute brutale. Et chute qui vient s'ajouter quand même, en tout cas pour la France, à la fois aux conséquences des grèves de la fin de 2019 et début 2020, lesquelles succédaient à la période dite des Gilets jaunes, qui ont été autant d'événements qui ont contribué à fragiliser un secteur, donc qui affronte cette crise dans des conditions globalement assez difficiles et fragilisées. Ceci étant, l'analyse de ces chiffres de manière globale, incontestable, doit être regardée plus dans le détail, parce que c'est dans l'analyse de ces détails qu'on va pouvoir déceler quelques éléments de leçons ou quelques pistes de réflexion. Et pour ça, je regarderai en particulier ce qui constitue l'exception alimentaire.
sur la slide suivante, l'accession alimentaire, elle est marquée évidemment par un chiffre d'affaires non seulement s'est maintenu, mais a accru par des phénomènes de report de consommation, notamment les repas qui se faisaient plus à la maison, etc. Donc globalement, sur cette période de confinement, on a une progression du chiffre d'affaires, et somme toute, c'est bien normal, puisque c'était le seul secteur d'activité qui était maintenu ouvert. Mais à l'intérieur de ça, les situations sont beaucoup plus inégales. Premier élément qui est extrêmement important, et en particulier pour notre sujet de cœur de ville, c'est la progression à la fois extrêmement forte et pérenne de tous les formats de proximité, proximité urbaine comme proximité rurale. Les progressions sont extrêmement importantes. Entre l'avant-confinement, la première semaine de confinement et par la suite les semaines qui ont suivi, on est sur des progressions qui sont supérieures à 60, quelquefois 70%, donc de chiffre d'affaires sur ces formats-là. En contrepartie ou par effet miroir, on a un recul marqué des grands formats hypermarchés, alors qu'on aurait pu penser que ces grands formats hypermarchés, parce que au fond de l'espace et des conditions notamment de sécurité sanitaire optimum, auraient pu aussi tirer leur épingle du jeu. Et plus encore, donc dans l'analyse des éléments, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a la progression du drive qui est absolument exceptionnelle, et d'une manière un peu plus globale, c'est toute la part du marché du digital, donc dans l'alimentaire, qui progresse de manière significative. Avant Covid, la part de l'alimentaire traité à travers le digital était de l'ordre de 7 et quelques %. Il est passé à plus de 10%, un peu moins de 11%, donc ce qui est une précaution, une évolution absolument considérable. Je vous ai mis aussi là quelques éléments sur les 3 critères en fait sur la base desquels on a constaté que les enseignes alimentaires étaient plus ou moins performantes. Donc, qui sont celles de la proximité, de l'effet du drive et donc de l'intégration du digital, et puis la notion d'offre de prix qui est assez. Pardon, slide précédent. On reste 2 secondes sur le slide précédent parce que c'est extrêmement important. Parce que à travers l'alimentaire, encore une fois, dont on peut dire que c'était ouvert, donc c'est normal que ça fonctionne. Certains acteurs à l'intérieur donc de ce marché ont pu tirer leur épingle du jeu mieux que d'autres. Et c'est le cas en principe d'Intermarché, c'est le cas de Super U notamment, tous deux caractérisés par des implantations de réseaux et un maillage du territoire extrêmement fin, caractérisés par une maîtrise de leur approvisionnement et notamment en proximité et notamment en circuit court, et enfin par une proximité avec leurs clients à travers des services divers, dont le drive, dont le click and collect, etc. Donc ces 3 éléments-là nous donnent une clé de lecture, une première clé de lecture sur une manière de fonctionner et de se projeter sur l'avenir. Et il est à noter que si on se place, non pas dans la distribution spécialisée, mais auprès de certains commerces indépendants, un bon nombre de retours en matière de chiffres sur les chiffres d'affaires réalisés par certains boulangers, par de la boucherie notamment, qui avaient associé à leurs services problématiques du digital et de la livraison, ont connu donc des progressions extrêmement fortes. Alors, à partir de ça, et c'est le slide suivant, est-ce qu'on peut dire que le digital finalement est le grand gagnant? Et là aussi, il faut être extrêmement prudent. Et peut-être une bonne fois pour toutes tordre le cou à l'idée que le digital est l'ennemi et ce qui va tuer le commerce, ce qui va tuer notre proximité et autres. Ce n'est pas une réalité, c'est pas comme ça que les choses s'expriment. Preuve en est le fait que lorsque l'on regarde les courbes de consommation donc, durant cette période, eh bien on a une quasi similitude des évolutions de la vente en ligne et de la vente par le biais des magasins physiques. Cette situation-là, elle est reprise elle est reprise par l'IFAD, elle est reprise par l'INSEE, elle nous montre tout simplement ce dont on parle depuis pas mal de temps, mais c'est la nécessaire en fait convergence des réseaux, c'est la nécessaire intégration de la distribution au sein d'une offre omnicanale qui est aujourd'hui incontournable. À défaut de ça, quand elle n'existe pas, eh bien, quand ce digital à travers l'omnicanalité n'est pas intégré dans la distribution, eh bien, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal.
Preuve en est, un certain nombre d'entreprises ont été obligées de fermer leur système web parce que l'intendance ne suivait pas. Et quand je dis l'intendance, c'est encore une fois aussi bien la capacité à s'approvisionner, à maîtriser ses sources d'approvisionnement, qu'à les délivrer, à les livrer auprès du client. Un autre exemple qui indiquera un petit peu cette finalement état d'impréparation de la distribution sur cet aspect du digital, c'est lorsque les chiffres d'affaires, donc toujours du panel propose, chutaient de 50% sur les premières périodes de confinement, le digital de ces mêmes adhérents, le chiffre d'affaires fait par le digital de ces mêmes adhérents progressait de 20%. Ceci étant, ces 20% ne représentaient que 3% du volume de chiffre d'affaires perdu. On a donc là un élément extrêmement intéressant, encore une fois, c'est une piste sur laquelle il faudra travailler. Dernier élément à propos du digital, ce qui est aussi intéressant et quelque part rassurant, c'est que la croissance des chiffres d'affaires faits par le biais du digital a été beaucoup plus importante globalement chez les acteurs du commerce traditionnel, FNAC et autres, etc., que chez les pure players. C'est là, et la FNAC, je vous invite à aller vers un interview donc de la responsable du digital de la FNAC qui nous dit qu'aujourd'hui, les clients les plus fidèles et les clients les plus acheteurs sont ceux qui cumulent à la fois l'usage des magasins physiques et du click and collect, c'est-à-dire du passage dans le magasin. Alors, voilà un petit peu quelques éléments de réflexion sur cette crise. La question qui se pose maintenant, c'est quelle reprise et quelle reprise avec quel défi. Alors, on est dans cette situation-là, dans une situation un peu embarrassante parce qu'on n'a pas de référence par rapport à telle crise. Néanmoins, on peut, et vous verrez sur le slide suivant, avoir un regard sur ce qui se passe en Asie et plus particulièrement ce qui s'est passé en 2003 avec la crise du SARS, qui était peu ou prou similaire, je dirais, dans certains de ces éléments-là, bien que circonscrite à l'échelle asiatique et plus précisément la Chine. Eh bien, on s'est aperçu sur cette période-là qu'en à peu près un trimestre, la crise a été absorbée et on est revenu à un régime à peu près normal par la suite. Malheureusement, comparaison n'est pas raison, parce que d'une part, on constate depuis le déconfinement chinois que la reprise est longue, que la remontée en puissance des trafics, eh bien, elle se fait que progressivement. On est aujourd'hui entre 70-80% à peu près de volume de trafic sur les réseaux qui ont réouvert, et même si les taux de transformation sont relativement élevés, les volumes de chiffre d'affaires ne sont pas encore là. Donc cette comparaison-là nous montre et nous alerte déjà sur le fait que cela peut être effectivement chez nous aussi relativement long. Sur la slide suivante, on voit à une échelle européenne, on parlait de l'assise européenne, donc les déconfinements sont opérés progressivement dans les différents pays. La slide suivante, s'il vous plaît, où on voit donc des rythmes, alors avec des règles de confinement et de déconfinement qui sont propres à chaque pays. Donc on a des rythmes relativement différents. Ceci étant, on a un retour à la normale qui est lent. On a, d'une manière générale, des centres commerciaux, un peu comme en France, sont réouverts plus progressivement et donc avec un démarrage plus lent, et des retail parks ou des centres d'activités commerciaux ou des centres-villes qui sont en général plus favorisés. Et cette distinction d'ailleurs entre ces formats est la plus marquée en Allemagne. L'autre élément qu'on constate, c'est que cette reprise... Pardon ? Alors, juste, François Hérou va intervenir parce qu'il doit repartir. Pierre, oui, Pierre, laisse parler Monsieur Le Graine, c'est intéressant, et puis j'interviendrai 2 mots après. Ok, très bien, monsieur le maire. Vous voulez, hein. Bon, donc je continue simplement sur cette notion de redémarrage au niveau européen. Je disais, c'est que autre élément de différenciation, c'est qu'effectivement, on constate aussi que tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne, et on voit tout ce qui est équipement de la maison, tout ce qui est sport, beauté, santé, qui sont en tête des progressions par rapport à l'environnement de la mode et du textile, qui lui est dans une reprise beaucoup plus lente. Alors la reprise en France dans tout ça,
Eh bien déjà d'une manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que cette reprise, elle est apparemment significativement plus forte que celle dans les autres pays européens. Je dis toutefois à observer avec prudence. On a une consommation des ménages qui est repartie assez vite et qui serait, selon l'INSEE, seulement, entre guillemets, à moins 6% par rapport à une période d'activité normale. Et puis, on a des trafics qui remontent lentement mais sûrement, de l'ordre de 70 à 85%, donc montrant que progressivement les clients reviennent. On a même des cas de figure dans lesquels certains sites ont des progressions supérieures à celles qu'on a constatées les années précédentes. Et autre caractéristique générale, c'est que les taux de transformation sont élevés. La question autour de ça, c'est quelle durabilité. On a certainement un effet de reprise suite au confinement un peu fort et immédiat qu'on constate sur les premières semaines, et par la suite, quelle va être la durabilité de ça. L'indice qui est relevé donc par ShopperTrack, donc qui est un indice donc qui fonctionne avec l'association Procos toujours, nous montre que sur la dernière semaine de déconfinement et l'avant-dernière, on constate une courbe qui commence à stagner avec un indice de fréquentation qui est aux alentours de 70%. Donc question, voilà, quel est le temps avec lequel va se recréer le niveau de trafic tel que celui qu'on avait eu préalablement. Alors, essayons de voir à partir de ça, de se projeter un petit peu plus et d'essayer de se projeter sur le slide suivant sur une approche avec un regard, trois regards sur différents sujets. Le premier, j'en ai parlé un petit peu, est-ce qu'on aura une reprise univoque, équivalente entre les différents secteurs? La réponse, elle est très vraisemblablement non. Avec une préoccupation extrêmement forte sur un secteur qui était déjà fragilisé, qui est celui du textile, qui risque de vraisemblablement être aux alentours de moins 25%, et ce, on le craint durablement. Il est impacté aujourd'hui à la fois par les effets de confinement qui ont des impacts sur des saisons, des ventes saisonnières, mais aussi, et j'y reviendrai après, sur les modes de consommation. Et d'autre part, c'est un secteur, et j'y reviendrai là aussi après, qui est extrêmement important, qui a été impacté sur son approvisionnement. Secteur qui a été impacté puisque plus de 30% des approvisionnements sur le prêt-à-porter textile, de manière générale, proviennent d'Asie et de Chine. Donc, dès le début de la crise, là-bas, toutes les sources d'approvisionnement et de production ont été altérées. Au niveau des acteurs, ça aussi c'est un élément qui est important, c'est que tout le monde est impacté, ou dit différemment, c'est pas parce qu'on est gros et fort qu'on se sentira mieux que les petits et agiles, si je devais prendre cette comparaison-là. Très clairement, au niveau des grands groupes, la puissance financière est un atout. On l'a vu, la problématique court terme de cash est un élément essentiel. Le deuxième élément qui est important, et j'y reviens, c'est le maillage du territoire et la densité du réseau. Cette crise montre que la proximité physique et la capacité à saisir le client est un élément important. Et le troisième élément qui touche au cœur même du métier, c'est la maîtrise des approvisionnements. Donc c'est le maillage de l'approvisionnement, donc de produits, et la logistique qui va avec. Et pour autant, les acteurs locaux, quand on y regarde bien aujourd'hui dans le détail, sont tout à fait bien positionnés pour profiter des nouvelles tendances. Pourquoi? Parce que la proximité et l'accessibilité sont des éléments qui ont été reconnus, des éléments d'efficacité en termes de vente qui ont été mis en avant autour de cette crise-là. Parce que deuxièmement, la notion de circuit court, ça a été aussi évoqué, a pris tout son sens. Ce qui est important, c'est que ça a pris son sens pas pour une raison d'ordre d'idée, j'ai envie de dire d'ordre idéologique, mais ça a pris son sens parce que économiquement, stratégiquement parlant, en termes d'affaires, c'était nécessaire. Et c'est là un des enseignements du Covid, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments, de valeurs du commerce qui ont trouvé toute leur justification, et c'est ce troisième point qui est effectivement important, la mise en œuvre des nouvelles valeurs qui sont liées à l'environnement, qui sont liées au circuit court, qui sont liées peut-être à une certaine forme éthique du commerce, ont trouvé leur sens et leur justification. Dernier point sur cette approche, je dirais sous des angles de trois angles différents, c'est que en termes de localisation et de format, évidemment, les choses commencent à être un petit peu bousculées. Grande question autour des centres commerciaux.
les centres commerciaux qui sont irrigués par des flux, et dont le principe est la massification et la transformation de ces flux en actes d'achat, je trouve que je suis aujourd'hui confronté à cette problématique à la fois de filtrage quelque part des revenus et d'autre part cette problématique de proximité. Et on voit bien d'ailleurs dans les redémarrages des grands centres commerciaux, tous ceux qui s'inscrivent en centre urbain et qui sont relativement ouverts ont des rythmes de progression qui sont plus rapides. Il y aura d'autres enjeux derrière, mais globalement, cet élément-là est extrêmement important. Deuxième leçon, les zones commerciales retail park ouvertes, sites de destination avec, et c'est là l'élément essentiel, des magasins qui ont été capables de se transformer et de s'adapter, d'inclure les nouveaux services, vous en avez parlé là aussi du drive, d'une click and collect, ceux-là ont pu tirer leur épingle du jeu et continuent aujourd'hui sur une dynamique relativement importante. Centre-ville, High Street, pardon, le retour aux nouvelles proximités. Je dirais que la vision aujourd'hui est un petit peu plus contrastée sur le sujet, avec une grosse problématique de l'impact du contexte actuel et de la conjoncture avec l'incidence sur les vacances qui pourrait pénaliser la reprise et le fait de surfer sur ces notions de proximité et tout ce que je viens d'évoquer en termes de valeur. D'une manière, 4 pistes quelque part pour reconstruire sur le slide suivant pour que la distribution, les acteurs du commerce, que ce soit de la grande distribution, que ce soit des acteurs indépendants ou autres, sur le slide suivant, devront travailler sur, je dirais, 4 sujets. Et c'est ça qui est important à regarder. Je vais passer sur le slide suivant. Premier élément, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut réorganiser toute la chaîne de distribution. L'exemple du textile nous montre quelque chose qui est à l'image d'ailleurs de ce qui se passe à l'échelle de l'économie en général et des critiques qui peuvent être faites ou des prises de conscience sur l'organisation, ce qu'on a appelé la mondialisation et autres. Notre distribution a été fondée et s'est organisée depuis après-guerre, grosso modo, sur le principe de la massification et ça a justifié cette spécialisation, pardonnez-moi le terme peut-être à outrance, des lieux de production, l'organisation de flux tendus, avec des systèmes de logistique extrêmement puissants, et un renouvellement quasi constant finalement de l'offre. Les meilleurs exemples qu'on puisse donner, c'est les cas du groupe Inditex avec Zara, qui tous les 15 jours à peu près renouvelle ses collections, et vient nourrir, j'ai presque envie de dire, je vais être un peu provocateur, mais gaver finalement les consommateurs d'une offre à force de coups de promotion, de renouvellement et de dire vous en avez besoin. Et je pense que ce que nous montre cette crise, d'une part en montrant à ces acteurs qui sont finalement très fragiles par leur approvisionnement localisé en un endroit unique, et que cette fragilité les impose aujourd'hui, ils sont déjà au travail, à diversifier leurs approvisionnements, trouver d'autres endroits. Et là, la logique de circuit court commence à prendre son sens et ils sont en train de se réorienter vers des éléments dans lesquels cette logique de circuit court fonctionne. Ça, c'est la première leçon pour eux. La deuxième leçon pour eux, c'est que de l'autre côté de la ligne, au bout des consommateurs, les consommateurs ont pu vivre, pour certains, pendant plusieurs semaines en se disant, mais finalement, ai-je besoin de tout ça? Ces consommateurs ont pu finalement redécouvrir des produits, des services de proximité, contraints certes, mais en découvrant tout ce qu'il y avait comme qualité attachée à tout ça. Peut-être quelquefois en étant capable de faire preuve de solidarité, peut-être quelquefois en étant capable de payer un petit peu plus cher et d'arbitrer en conséquence. Et je pense que il faut, à partir de ces éléments-là, il y a bien un enjeu pour la distribution d'une manière générale à se repenser pour s'assurer, encore une fois, de cette maîtrise de ses produits, de la qualité de ses produits, de ces circuits courts qui deviennent prendre du sens maintenant, et de la capacité à les livrer avec tout le service qui va bien à l'ensemble de leurs clients, donc en utilisant le digital. Et c'est le deuxième point qui est important, c'est que le digital, c'est plus un gadget. On sait ça déjà, c'est un must-have. C'est pas quelque chose qui s'oppose au commerce traditionnel, c'est quelque chose qui est le levier du commerce traditionnel. Pourquoi? Parce que il est tout simplement attendu par les clients. Dès lors que les services Click and Collect, Drive, on a parlé de tous ces éléments-là. Dès lors que ça fonctionne et que c'est opérationnel, le client l'utilise. Et le client l'utilise
Ils ne l'utilisent pas à modération, ils l'utilisent pleinement. Et dans les enquêtes qui sont faites aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients, et c'est pas qu'une question de génération, qui vous disent tout simplement, moi demain je vais continuer à fonctionner ça parce que finalement c'est souple, c'est utile, etc. Le click and collect, pour vous donner un chiffre qui est important, le groupe Casino, qui est quand même réputé pour avoir un réseau de proximité et avoir été le leader dans ce domaine-là, durant le confinement, a équipé 550 magasins de ces magasins en click and collect sur un temps record. Et ça fonctionne super bien. Donc le digital est un must-have. Le troisième élément, et ça a un impact évidemment sur les villes et j'y reviendrai. Le magasin a un rôle central dans cette affaire-là. Là, on l'a évoqué, la multiplication et la densité du réseau, c'est-à-dire la proximité, la capacité à connecter avec ses clients au sens physique du terme, est un élément essentiel et fondamental pour fonctionner aujourd'hui. Le deuxième élément qui est important, ce magasin doit être, je dirais, évolutif, enrichi. Il doit pouvoir s'adapter à des situations dans lesquelles on intègre toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ce qu'on peut dire un fonctionnement en hub, je ne sais pas si le terme est bon, mais il a une vocation à jouer tous ces rôles-là. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le commerce immobilier qui vient remplir nos cœurs de ville a toute sa raison d'être plus que jamais. Mais ça va introduire donc des notions de modularité et d'adaptabilité et puis aussi des manières de fonctionner dont il faudra tenir compte. Et le quatrième élément, peut-être que cette crise n'a jamais mis autant en avant finalement les nouvelles aspirations sociétales en leur donnant, et c'est ce qui est le plus important quelque part, parce que c'est ce qui va leur permettre de se développer, les nouvelles aspirations sociétales. On a évoqué les circuits courts, la question de l'environnement qui est quelque chose qui devient essentiel pour les gens. Ils l'ont découvert, ils l'ont vécu, ils vont regarder de très très près la manière dont les choses fonctionnent, et j'irai même un petit peu plus loin en parlant à ce niveau-là donc d'éthique. Alors, sur le slide suivant, je crois que les cœurs de ville, pour moi, peuvent être ou pourraient être les grands gagnants de cette crise. Mais c'est pas une certitude, c'est quelque chose qui est à construire. C'est à construire parce que il s'agit de capitaliser sur les nouveaux, et je mets entre guillemets nouveaux parce que peut-être qu'on les a trop occultés, comportements du consommateur. Je reviens rapidement là-dessus. Proximité, accessibilité, la crise a démontré que quand elle est là et que ça fonctionnait, ça marchait. Le choix du service digital, notamment, on l'a évoqué. Le choix du sens, c'est ce qui fait référence aux valeurs. Le choix du prix. Faut pas, derrière tous ces constats, je dirais avoir une forme de naïveté en disant que à partir de ça, tout est gagné et que le consommateur va changer. L'aspect prix va être un élément important, peut-être plus nuancé par rapport à ce qu'on lui mettra en face, et ça va être un élément important. Et quand je dis capitaliser sur ces éléments-là, ça veut dire que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Il y a des sondages qui sont assez intéressants sur le fait que quand vous interrogez un client juste à la fin du confinement, il vous dit commerce de proximité de quartier, ben oui, à la vie à jamais. 3 semaines après, le à la vie à jamais, il a déjà diminué de moitié suivant les enquêtes qui sont faites. Donc il y a un enjeu extrêmement fort pour les commerçants et ces relations clients à reconstruire et à reconstruire tout de suite. Alors, sur le slide suivant, quelques pistes pour travailler finalement cette construction. Il y a un triple enjeu pour les villes aujourd'hui et pour leur cœur de ville. Le triple enjeu, c'est à la fois cette notion de temporalité, parce que pour le moment, aujourd'hui, on est dans la tempête, et donc il faut gérer le quotidien. Donc la reprise de l'activité, on l'a vu, va être lente, va être freinée par la crise. On va avoir une traînée de défaillance d'entreprise avec un risque d'accroissement de la vacance, et tout ça, on le sait bien, c'est un facteur d'appauvrissement de l'offre, et en particulier dans les cœurs de ville. Et pas que dans les cœurs de ville, mais encore une fois, un risque assez important de ce point de vue-là. Et donc, il est impératif, et ce que beaucoup de collectivités ont fait pour soutenir leur commerce, pour leur aider à passer ce cap, il est impératif de continuer ça. Plusieurs municipalités ou collectivités ont supprimé les loyers pendant la période de confinement, d'autres ont supprimé les taxes ou reporté le paiement de certaines taxes.
Tout cela est extrêmement bon et devra pouvoir être fait. Mais encore une fois, ça doit être fait, mais en parallèle, sans attendre, il faut accompagner cette transformation-là par des actes commerciaux, donc générateurs de flux en cœur de ville, et accélérer les mises en œuvre des actions au cœur de ville. Par rapport à ça, je pense que un diagnostic et un état des lieux ville par ville, parce que chaque ville a ses propres vies, ses propres pulsions, ses propres manières de réagir. Les choses ne sont pas uniformes, Dieu merci, mais un espèce de bilan doit être fait aussi précisément que possible pour réajuster, si nécessaire, les approches, notamment de tout ce qui a été fait pour les actions cœur de ville et ajuster les plans d'action en commun. Et le troisième élément qui est important, qui vient aussi en parallèle, c'est pas une fois que tout ça est fait, mais qui vient en parallèle, c'est intégrer le développement commercial au cœur de la politique de la ville. On l'a souvent dit avant, la politique commerciale n'est pas qu'un élément qui vient se rajouter ou un élément autonome, c'est un élément qui est fortement tributaire de ce qui se passe par ailleurs. Premier élément à noter, il y en a beaucoup sur cette crise qu'on pourrait évoquer, mais toutes les incidences liées à l'organisation en télétravail, donc à la capacité qu'ont les gens de travailler dans des endroits où ils se sont confinés, tout ça représente autant d'opportunités pour les villes de peut-être stopper ou peut-être profiter d'une croissance de population dont on sait que c'est l'élément essentiel qui va venir nourrir aujourd'hui le commerce et une population qui quelquefois peut être dotée d'un certain pouvoir d'achat qui facilite aussi ces mutations-là. Qu'est-ce qui va être fait pour accueillir ces gens-là? Parce que derrière, il y a un certain nombre de conséquences en matière d'infrastructure, notamment de transport, dit de télétravail, dit néanmoins se relier à les bureaux. Il y a tout ce qui est lié aux aspects touristiques, là aussi qui est un sujet qui intéresse les cœurs de ville. La partie touristique, eh bien aujourd'hui, on reviendrait, pourvu que ça dure, sur un tourisme en France qui va refaire découvrir nos villes et nos villages. Tout ça sont autant d'opportunités. Donc, tous ces éléments-là, la ville doit les prendre en compte, doit les accompagner, doit préparer, et enfin, renforcer d'une manière plus générale l'écosystème local. Toutes ces expériences qui ont été faites en créant des sites qui mettaient en relation les clients avec les producteurs locaux, etc., très bien. Mais tout ça, ça doit aujourd'hui s'organiser pour s'assurer une pérennité en ayant toujours cette exigence de répondre à ce que sont aujourd'hui les attentes des consommateurs. Il y a, je voudrais souligner tous les efforts qui ont été faits, notamment en particulier avec la mise en place du digital et des applications. C'est quelque chose qui démontre que c'est très efficace et sur lesquels peut-être il y a des places de marché qui ont été mises en place à l'échelle de région, à l'échelle de ville, il y a des applications qui ont été mises en place sur Angers aussi, mais sur Reims, etc. Ce qui est important et ce qui m'a frappé, c'est qu'à travers ces outils-là, souvent ce sont les villes qui se sont mises en avant, alors que l'enjeu, c'est bien quelque part, mais alors que l'enjeu principal, c'est à travers ces outils-là, mettre en avant le commerçant. C'est pas tous les commerçants, c'est chacun des commerçants. Il faudrait arriver qu'à travers ces exemples-là, qu'à travers la maîtrise des outils digitaux, qu'à travers la capacité à créer des synergies de logistique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui apportent la technologie aux commerçants, qui lui permettent de trouver des sources d'approvisionnement circuit court grâce à cette technologie, qui lui permettent de toucher directement les clients grâce à cette technologie, puissent se mettre en avant. C'est un petit peu, dans cet exemple-là, comme la révolution qui a été celle du terminal du paiement par carte bleue. On se fiche éperdument de savoir qui gère le terminal. Ce qui nous importe, c'est que le service soit là. Et ce qui nous importe aujourd'hui, et ce qui importe pour les commerçants, c'est qu'ils s'approprient ces nouvelles idées-là. Et c'est à partir de ça, indépendamment de la ville, si je puis dire, indépendamment de la marque de la ville, c'est à partir de ça qu'ils vont pouvoir réexister et être lutter quelque part et vivre à armes égales avec la grande distribution et les grandes marques nationales ou internationales. Voilà. Pour conclure peut-être sur ce sujet-là, si on devait résumer un peu quels sont les grands enjeux, je dirais post-Covid sur la slide suivante, c'est un focus très particulier pour comprendre quelles seront les nouvelles habitudes de consommation des clients. On a donné quelques éclairages, mais là aussi, grande prudence pour voir ce qui va réellement émerger et durer de tout ça.
Le digital et l'omnicanal, c'est fondamental aujourd'hui. Les magasins, un élément extrêmement important, effectivement, et qui va contraindre les villes à intégrer ces nouvelles données. La problématique de la livraison, à la fois de l'approvisionnement des magasins et de la livraison des clients pose de nouveaux enjeux pour la ville, mais il faut impérativement les intégrer. Les formats commerciaux, évidemment. Petite remarque au passage, on voit beaucoup d'enseignes qui nous disent aujourd'hui, je vais peut-être revoir mes formats de concept pour étudier des formats un peu plus petits, mais qui vont me permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur sur le territoire. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais il faut pouvoir les accompagner. Et in fine, là aussi, c'est la bonne nouvelle, en lien avec ça, le maillage territoire, le maillage du territoire, le maillage du territoire. Et ça, c'est pour les villes une opportunité fantastique, puisqu'il n'y a plus de plus petits emplacements aujourd'hui. Il y a juste une nécessité d'être proche auprès de chacun de ses clients. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Ça reste assez global face aux enjeux, mais j'espère avoir répondu à quelques questions. Pardon. Merci beaucoup, Jérôme. C'était passionnant, intéressant. C'est ce qu'on avait vu dans les 40 auditions que nous avons faites pendant la période de confinement. C'est vraiment, t'as vraiment le savoir et ça donne de l'espoir également pour la proximité et pour le centre-ville. Donc, c'est formidable. Peut-être, Monsieur le maire, on a remercié beaucoup la ville de Pau de nous avoir accueillis l'année dernière. Je pense que ça fait partie des meilleures éditions des assises. C'était magnifique, tout simplement. Donc, c'est à toi, c'est à vous voilà, la parole. Bien, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai apprécié beaucoup ce qu'a dit Monsieur Le Grel. J'ai retrouvé beaucoup de nos préoccupations, mais avant de vous dire deux mots, je veux saluer. Alors, je salue Pierre Creuset, je salue Fabienne Keller, je salue Philippe Laurent. Ça fait un peu reconstitution de Ligue dissoute, c'est un clin d'œil, ils comprendront ce que je veux dire. Et quant aux autres, je les salue tous aussi. Donc, je veux simplement vous dire que ce que nous vivons, bien sûr, est sans précédent. La gravité de ce que nous allons traverser, à mon sens, va rejoindre le caractère critique des plus grandes difficultés que nos pays et que la planète ait rencontrées du point de vue économique et donc du point de vue social depuis longtemps. Et qu'en même temps, il y a un certain nombre de points positifs que M. Le Grel a bien soulignés et dont je ressens qu'ils peuvent aussi nous permettre d'avoir une vision optimiste, bien que grave et responsable, de l'avenir. Donc, qu'est-ce qui est frappant? Eh bien, c'est ce que vous avez souligné tous, c'est le commerce de centre-ville et les échanges internationaux qui se sont arrêtés pendant presque 3 mois, et un arrêt de presque 3 mois dans l'architecture aussi précise et aussi fragile que celle des commerçants de centre-ville et paradoxalement des échanges internationaux, je crains que ça ne se reconstruise pas en un claquement de doigts. Ça va évidemment entraîner de très grands changements et des conséquences qui vont être des conséquences très lourdes. De ce point de vue-là, on a pu observer que le tissu local le plus proche était le recours le plus efficace. Ceux que j'ai déjà cités reconnaîtront là un sujet familier pour nous au sens de sensibilité. Un sujet familier qui est que depuis longtemps nous prétendons que croire qu'on peut résoudre les problèmes de tout un pays de manière centralisée, c'est à coup sûr se tromper. Là, ce qu'on a vu, c'est que la crise est arrivée
et que l'État lui-même n'a pas trouvé d'autre recours que de s'adresser à l'action publique la plus proche, c'est-à-dire celle des maires. Et de ce point de vue-là, cette réévaluation du local, cette réévaluation des responsables de terrain va, je le crois, entraîner ou devrait entraîner de grands changements dans la manière dont nous concevons en France l'organisation et j'allais dire la hiérarchie de l'action publique. De la même manière, il semble qu'il y a un mouvement qui est lancé, et ce mouvement est un mouvement sociologique assez profond avec beaucoup de conséquences. Je vais en citer quelques-unes. La première de ces conséquences, c'est le fait que beaucoup de nos concitoyens vont découvrir un charme nouveau aux villes intermédiaires. Et si j'avais à parier, je parierais volontiers sur le fait que les grandes unités urbaines vont être remises en question par ceux qui y vivent. Parce qu'ils ont découvert leur fragilité, l'Île-de-France en particulier, fragilité accidentelle, celle du Grand Est, et nous savons tous pourquoi le Grand Est a été atteint accidentellement, il n'aurait pas été autrement. Mais les grandes unités urbaines d'Île-de-France, évidemment, concentration, importance des transports en commun, le nombre d'heures passées dans un milieu clos, avec des contaminés potentiels, évidemment, ça va poser des problèmes pour ceux qui y vivent et il me paraîtrait naturel qu'un mouvement de translation depuis les grandes unités urbaines vers des territoires plus équilibrés devrait être une conséquence. Deuxième conséquence a été signalée par Monsieur Le Grel. Beaucoup de nos compatriotes ont appris qu'on pouvait travailler de loin. Le télétravail, le recours au réseau numérique, je ne dis pas que ça soit la panacée, parce que beaucoup de gens qui ne l'avaient jamais pratiqué ont appris aussi que c'était fatigant et que c'était lourd mais en même temps, ils savent qu'on peut peut-être trouver un complément, un équilibre complémentaire entre ce qu'on appelle aujourd'hui le présentiel et ce qu'on appelle le distanciel. Entre le lien numérique permet, comme nous le vivons là, une présence chaleureuse par moment, mais ça prend du temps et ça peut prendre la tête si c'est des heures et des heures dans la journée. Cependant, quelque chose a changé, on le voit bien. Et M. Le Grel signalait que du point de vue commercial, c'est aussi évidemment quelque chose qu'ont découvert depuis longtemps pas mal de nos compatriotes. Le pourcentage de commerce numérique était constamment en train de monter, mais là, ça a été le recours pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, les réseaux commerciaux se sont organisés pour y répondre. Le drive, les livraisons à distance, ça aussi, ça va probablement faire naître des changements de comportement. Moi, je crois que les centres-villes ont beaucoup à gagner dans la période qui vient, parce que je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment, mais le sentiment que j'ai eu moi, alors c'est intuitif, je ne sais pas, Monsieur Le Grel, si vous avez des chiffres, mais ce que j'ai vu moi, c'est que les grands ensembles commerciaux peuvent aussi être désavoués comme les grandes unités urbaines vont l'être. Quelque chose comme Little is Beautiful, ou en tout cas proximité, dimension humaine, pouvoir découvrir des choses mieux que dans
dans des organisations plus lourdes, plus importantes, qui mettent une pression, et donc je crois qu'un certain nombre des valeurs qui étaient définies par Centre-ville en mouvement, je crois qu'il y a là quelque chose qui peut répondre à l'exigence du temps. Je me méfie parce que dans une crise comme celle-là, tout le monde pense que les événements justifient ce qu'ils avaient dit à l'avance. Sans exception, tout le monde, toutes les idéologies et toutes les approches croient que c'est la vérification de ce qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai tendance à penser que, au fond, tous ceux qui recherchent l'équilibre n'ont pas envie de se précipiter vers les unités en constante expansion, vers la prime à la dimension, la prime à la lourdeur, la prime aux plus riches. Je crois que quelque chose est né peut-être dans cette période, encore une fois, dont j'ai dit le caractère critique. Quelque chose est né. Alors, nous tous, nous avons des capacités d'inventer des réponses et toutes les collectivités locales qui sont là savent l'effort qui a été fait pour être près de leurs concitoyens, pour être près des commerçants pendant cette période, pour leur apporter une aide qui s'ajoute à l'aide nationale ou régionale, pour alléger leurs charges de terrasse, pour leur permettre d'augmenter la surface de leurs installations extérieures, et puis le soutien à la communication, des opérations de communication, tout ça, c'est la responsabilité que les élus locaux ont trouvée, et ça a été pour beaucoup d'entreprises presque le seul recours. Et ça a été pour beaucoup de nos concitoyens la redécouverte que, en fait, au-delà de la proximité, que les plus jacobins d'entre nous ne se fâchent pas, c'est pas dirigé contre eux, mais que au-delà de la proximité, il n'y avait pas d'autres recours. Au-delà de la proximité, il n'y avait pas beaucoup d'autres recours. Que c'était cette légitimité de l'enracinement dans le terrain, et à la fois du point de vue démocratique, du point de vue commercial, du point de vue associatif, c'était ça qui au fond faisait la vraie réponse. Et donc il y a dans cette nécessité de partager une communauté avec les gens avec qui on vit au plus près, il y a là quelque chose qui est très important pour penser l'avenir de notre société de manière plus satisfaisante que sans doute ça n'avait été fait depuis longtemps. Voilà pourquoi Pau est heureux de passer au réseau délocalisé le témoin des assises et de saluer Strasbourg qui aurait dû recevoir cette manifestation et qui au fond la parraine moralement. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup parce que, comme je le sens vraiment, le rôle des élus locaux, le rôle des maires a été très important dans cette crise. Et je pense que Philippe Laurent va nous en dire un mot tout à l'heure en tant qu'AMF. Mais là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment, que c'était le maire qui était à la manœuvre et c'est important. Alors, qu'on peut faire, c'est vous donner un petit film humoristique, sauf si Jérôme, vous avez t'as quelque chose à dire, peut-être par rapport à ce qu'a dit François Héroux. Oui, ce que je peux dire, ce qui est tout à fait la remarque sur, notamment par rapport à ce qui peut se passer au niveau des grands centres commerciaux, il y a une question qui se pose mais qui se pose d'une manière générale sur la manière de concevoir le commerce. La massification des flux. Pour transformer ça en acte d'achat, on peut se poser la question du devenir de cette notion-là. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres paramètres et que certainement chacun des acteurs, au premier rang desquels les centres commerciaux, vont devoir cibler, c'est-à-dire travailler sur des échelles de flux ou de transformation de clients peut-être plus faibles. Donc c'est une nouvelle économie quelque part qui est à reconstruire.
Mais ça s'adresse aux centres commerciaux parce que, encore une fois, le moteur même de leur fonctionnement, c'est la génération de flux, comme d'ailleurs les centres-villes. Hein. Je veux dire, c'est les enjeux. Et moi, le premier, pendant longtemps, j'ai travaillé en disant massifier, 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 concentrer. Ce que nous apporte aujourd'hui la crise comme perspective, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la solution, c'est qu'on pourra faire demain des affaires, du commerce, mais sur des échelles plus réduites, donc sur des offres plus segmentées, sur des services plus développés, et derrière ça, donc il y a effectivement, et c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle manière de valoriser ces espaces, et donc de nouvelle échelle de valeur. Et c'est ce moment-là qui risque d'être un petit peu douloureux pour tout le monde, comme dans toute crise. Mais derrière, c'est recréer de la valeur quoi, différemment. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça me paraît être un point assez important. Merci beaucoup, Jérôme. On envoie la vidéo et donc la table ronde qui suit. Et c'est